un homme politique qui m'a parlé de Malraux, et il m'a cité une phrase qui m'a parlé. Malraux disait, entre 18 et 20 ans, la vie est comme un grand marché dans lequel on ne paye pas avec de l'argent, mais on paye avec ses actes. Et c'est vrai que j'ai trouvé belle cette phrase parce que je me souviens qu'entre 18 et 20 ans, mon acte fondateur, si j'y réfléchis maintenant, ça a été deux choses. Ça a été de lire Le Monde. Et la main qui m'a tendu le monde, c'était mon père, qui ne l'a pas ouvert. Lui, il ne voulait pas lire ce journal. Il lisait Le Canard enchaîné et c'est tout. Mais il a considéré que pour son fils qui voulait faire du droit, qui voulait faire des études, il fallait qu'il lise Le Monde. Donc il l'a acheté, il l'a mis sur le rebord, enfin plutôt sur le dossier de la chaise, comme ça, comme on met une chemise, il a mis Le Monde là. Et donc ça a été le premier acte fondateur dans la mesure où un an plus tard, j'ai écrit mon premier papier dans Le Monde. Donc c'était quand même incroyable comme sentiment comment dire, d'existence, vraiment, d'avoir son nom imprimé dans Le Monde quand on a 20 ans, c'est quand même quelque chose d'assez, évidemment, une aventure. Et l'autre élément fondateur pour moi, l'acte fondateur, ça a été, à l'époque je vivais à La Rochelle, et un avocat que je connaissais un petit peu de la fac de droit m'a invité à assister à des procès d'assises dans la ville de Saintes, où il y avait la cour d'assises. Et donc c'était en 1979, je le précise parce qu'à cette époque-là, quelqu'un qui avait tué encourait encore la peine de mort. Donc il y avait à chaque fois une aile noire sur le palais de justice quand quelqu'un arrivait ayant tué. C'était un jeune homme qui avait à peu près mon âge, il devait avoir 22 ans. Et c'est d'ailleurs, il y a toujours des côtés drôlatiques, y compris dans les situations dramatiques. Il s'appelait Moncourrier, il avait tué le receveur des postes. Ça s'invente pas. Et donc c'était un jeune homme. Et donc j'ai vu les avocats, je l'ai vu arriver dans le box des accusés, je l'ai vu les avocats, dont celui que je connaissais, qui m'avait invité là. Et ils avaient fait venir le maître Lombard, qui était une star du barreau de Paris, avec ses cheveux comme un lion, enfin voilà. Et donc ils ont défendu ce jeune homme, et ils l'ont sauvé au sens où, d'ailleurs j'y pense quelquefois à lui, il doit être libre maintenant, parce que il a pris 20 ans ou 25 ans, mais en tout cas, il n'a pas été guillotiné. Et c'est vrai que la tension qui régnait dans ce palais de justice, je m'en souviens encore, et c'est quelque chose de très fort. Et alors, moi, à cette époque-là, je me disais peut-être que je ferais avocat, peut-être que je ferais juge, en tout cas que je serais dans les métiers de la justice, parce que ça me plaisait l'idée de la justice, de rendre justice, que le monde soit un peu plus juste. Et puis, sur un peu à l'écart, il y avait une femme qui était là, et je me souviens, et elle notait toute la journée. Et j'ai compris que c'était une journaliste. Et c'était une journaliste de Sud-Ouest et qui, tous les jours, écrivait un compte-rendu sur ce procès dans les colonnes de Sud-Ouest. Et moi, je me précipitais du coup sur le journal pour lire ce qu'elle avait écrit. C'était une très bonne journaliste. Et ce qu'elle rendait dans ses écrits reflétait très bien l'ambiance qui régnait au-delà des propos qui étaient échangés. Et là, je crois que j'ai compris que c'était pas tant juge ou magistrat que je voulais être, mais celui qui tiendrait la plume. Et parce que finalement, non pas qu'elle changeait le sort du monde, le sort du détenu, enfin de l'accusé, mais elle avait une vision panoramique sur tout. Elle n'était pas d'un côté ou de l'autre, elle était tout, et en même temps, elle gardait une distance. Et puis c'était l'écrit. Et ça me touchait. Et donc je crois que ces deux faits, le fait de lire Le Monde, et le fait d'assister à un procès et de voir ce travail d'une journaliste dans un domaine très particulier qui est ce qu'on appelle la chronique judiciaire, eh bien, je crois que ça a décidé largement de ce tatouage à l'encre. Vous avez été pigiste à Libé et à la Tribune de l'économie, et puis vous êtes rentré au Monde. Alors, est-ce que c'était le journal pour vous, avec un grand L, un grand J, un grand M? Oui, tout était grand. Oui, bien sûr, d'abord parce qu'effectivement, il y avait... Moi, c'est vrai que jusqu'à 18 ans, j'ai surtout pensé au vélo, il faut vraiment bien le dire. Et donc, j'étais pas ce qu'on appelle un intello du tout. Je me débrouillais toujours pour passer à la classe supérieure pour que mes parents ne me tombent pas dessus, mais je ne peux pas dire que j'étais très motivé par l'école, je lisais très peu, il faut le reconnaître aussi. Et donc, si vous voulez, quand Le Monde, j'ai eu l'impression que c'était ma session de rattrapage. C'est-à-dire qu'en lisant Le Monde chaque jour, j'ai vu que j'allais pouvoir avoir une sorte de petite université portative. En plus, j'avais quelques bons copains à la fac qui pouvaient m'expliquer ce que je ne comprenais pas. Et dans les discussions qu'on avait, alors au début j'étais un peu complexé parce que eux avaient déjà des années de lecture derrière eux, du Monde, du Nouvel Obs, de l'Express, etc.
Et moi, je me rendais compte de mon ignorance dans ce domaine, donc je me suis mis à être, comme sont quelquefois enfin, d'avoir une démarche d'autodidacte, c'est-à-dire que je me suis mis à découper le journal dans tous les sens, à me faire des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc. Et ce journal m'apprenait ce qui se passait au Chili, m'apprenait une exposition du Louvre, l'économie, enfin bon, c'était tout, il y avait ce côté total du monde qui me plaisait bien, sachant que, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ça ne s'est pas fait facilement. Je veux dire par là que c'était austère de lire Le Monde, c'était des petits caractères, c'était des longues colonnes grises, et le fondateur Beuve-Méry disait Le Monde coûte son prix plus l'effort pour le lire. Et l'effort pour le lire, elle n'était pas négligeable quand même. Et d'ailleurs, plus tard, quand j'ai été amené à modifier les formules du Monde, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il faut quand même qu'on amène le lecteur à lire, que l'effort soit moins dur pour lui, qu'on puisse organiser les pages autrement. Mais à cette époque-là, Le Monde, pour moi, en effet, c'était le grand journal. C'était aussi une sorte de référence, un magistère à la fois moral, intellectuel. C'était là que le débat se passait. Et puis, on parlait de journal de référence, comme moi à la fac de droit, on avait des cours d'économie, des cours de droit pénal, tous les profs nous demandaient de lire Le Monde. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devenait presque le point de passage obligé dans les lectures. Jamais un professeur nous a dit lisez Le Figaro, lisez Libération, lisez Les Échos, lisez La Croix. Mais oui, Le Monde, vous prenez Le Monde de l'économie, Le Monde des livres, etc. Donc oui, pour moi, c'était ça. En plus, innocent aux mains pleines, le premier article que j'ai envoyé vraiment au Monde sur l'article 16 de la Constitution, donc un article très pointu de droit, a été publié. Donc je me suis dit, c'est un signe de destin, c'est là que ça doit être ma maison, ce sera sûrement ma maison. Au Monde, au début, vous étiez spécialiste des matières premières, de l'agriculture, de l'Afrique. Oui. Vous rêviez de voyager. Votre premier voyage a été en Éthiopie. C'était le premier d'une longue série. Oui. Et on sent la passion. Vous étiez toujours prêt à partir, à découvrir, la curiosité. C'était votre moteur, vraiment. Ah oui, je pense qu'en fait, le journalisme, et en particulier le journalisme au Monde, ça m'a permis de m'ouvrir au monde, mais sans M gothique. C'était de voir, comme dirait mon ami Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne. Et moi qui avais une vie assez ordinaire, tout d'un coup, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui arrivait, et c'était l'idée. Alors, au départ, il y a un peu de romantisme dans tout ça, mais comme on peut l'avoir à 20 ans, ou d'idéal, et il faut surtout le garder. Moi, j'étais nourri de Tintin, un peu de Joseph Kessel, mais pas les plus gros livres, mais enfin quelques livres de Joseph Kessel. Après, plus tard, j'ai lu Albert Londres, j'ai lu des grands journalistes qui ont écrit, ou Lucien Baudard, qui ont écrit sur l'Asie, sur la Chine, sur leur grand voyage. Mais c'est vrai que j'avais envie d'aller voir comment était le monde, qu'est-ce que vivaient les gens, rencontrer. Je crois que pour moi, la force du journalisme et sa richesse, sa grandeur, c'était d'aller rencontrer des gens, d'aller se rendre compte sur place des situations. Et j'insiste là-dessus sur le fait d'aller voir, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque de dématérialisation effrénée, où finalement on croit qu'on sait quand on regarde un écran. Et donc tout est par procuration, donc on ne touche pas à la réalité du doigt. Et alors que le journalisme, c'est l'école du réel. Et l'école du réel, c'est exactement la même chose que si vous appreniez ce que c'est que les États-Unis dans un livre de géographie, la différence avec le fait d'aller passer un mois aux États-Unis. Ben, ça n'a rien à voir. Et tout ce qui peut, pour moi aussi, le journalisme, ça a été de s'enlever les écailles des yeux, c'est-à-dire tous les poncifs, tous les clichés, les idées reçues, elles tombent toujours quand on va voir et quand on va écouter. Et puis moi, je suis quelqu'un, alors ça peut vous paraître paradoxal parce que je parle déjà depuis 3 quarts d'heure, mais qui aime d'abord écouter. Je suis d'abord un écouteur professionnel. Je suis quelqu'un qui aime qu'on lui raconte des histoires, et pour une raison que je ne connais pas, j'ai eu cette chance souvent, quand j'allais au-devant de gens que je ne connaissais pas, d'arriver à obtenir qu'ils me racontent beaucoup de choses. Et du coup, ça donnait des articles plus riches, plus humains, plus concrets. Et donc, je crois que j'ai d'abord voulu faire ce métier pour rencontrer, et puis pour raconter aussi, évidemment. Des rencontres, quand on lit Mon Tour du Monde, on en fait plein. À chaque page, c'est un des grands bonheurs de la lecture. Vous citez énormément de gens que moi je ne connaissais pas, mais aussi quelques-uns que je connaissais. Donc au fil des pages, on rencontre, bon, bien sûr,
Hubert Beuve-Méry au début, Jean-Paul Dans l'ascenseur du monde, dans l'ascenseur de la rue italien. Jean-Paul Kaufmann, dont vous dites « Je revois le regard clair de Jean-Paul Kaufmann quelques mois avant son enlèvement à Beyrouth ». On rencontre Jean-François Kahn, Éric Arnoux. Alors Éric Arnoux, que vous avez la surprise de retrouver après sous le nom d'Éric Orsena. C'était une seule et même personne. Alors, encore, il n'y a pas de hasard, on devait se rencontrer, on s'est rencontrés, et c'est lui qui m'a vraiment secoué. Il n'y a pas d'autre mot pour me dire tu dois écrire des romans, tu dois écrire des romans. Oui, il y a des belles citations là-dessus. Et puis un personnage, moi ça m'a rendu nostalgique. Vous parlez de René Dumont. Vous dites René Dumont, ou comment la lutte pour le développement et la reconnaissance des pauvres s'était nourrie d'un combat permanent contre l'establishment, avec un sens consommé de la provocation qu'on lui pardonnait volontiers, tant le bonhomme avait défendu de bonnes causes. La décolonisation, la paix, le devenir de la paysannerie aux abois et des déshérités de toutes les latitudes, l'inquiétude pour cette fichue planète menacée par la surnatalité et les atteintes multiples à l'environnement qui, selon lui, menaient l'humanité à sa perte. Oui, ben, en fait, comment dire, l'infinie reconnaissance que j'ai pour ce métier, c'est ces quelques lignes. C'est les rencontres que vous faites. Alors vous rencontrez des gens parfaitement inconnus et qui sont riches de plein de choses à vous transmettre, et puis vous rencontrez des gens comme Edgar Pisani, comme René Dumont, comme Jean-Baptiste Doumain, parce que j'étais dans le domaine de l'agriculture, comme Doumain, que j'ai pas pu le rencontrer, il venait de mourir, j'ai connu son fils, mais des gens qui sont comme des mémoires du siècle, et puis en même temps qui, par leur vie, par leur engagement, là aussi par leurs actes, et après leurs 18 ans, leurs 20 ans, par leurs actes, vous donnent des leçons de vie extraordinaires. René Dumont, à plus de 90 ans, il était encore en Irak, il sillonnait l'Afrique. Enfin, moi j'ai eu cette chance de le connaître assez bien à la fin de sa vie. Il m'avait pris un peu en affection parce que j'avais écrit sur une grande enquête dans le monde sur l'Afrique sous l'emprise de la drogue. Et ça l'avait passionné. Et partout où il allait, il disait faut lire ça, faut lire ça. Enfin bon. Et je ne le connaissais pas, on avait fini par se rencontrer. Et ce qui était intéressant chez Dumont, enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est un homme dont la première partie de la vie avait été complètement à rebours de ce qu'elle est devenue après. Je veux dire par là que c'était un homme qui était un ingénieur agro, qui a défendu pendant très longtemps l'agriculture moderne, intensive, polluante et dangereuse. Et puis à un moment donné, il a eu une prise de conscience. Il s'est rendu compte que tout ça a mené à l'échec, à l'impasse. Et il a fait un travail sur lui qui ne devait pas être simple, parce que finalement, c'est pas qu'il était un renégat, mais c'est par sa réflexion et par son observation qu'il s'est aperçu que ce qu'il avait appris et que ce qu'il avait même enseigné à l'agro était quelque chose de faux. C'était pas la vérité. Et alors, quand plus tard, et je le raconte dans le livre, j'ai enquêté, j'ai fait une longue enquête scientifique, alors moi qui ne suis pas un scientifique, mais qui était très intéressante sur la mémoire de l'eau, avec Jacques Benveniste, qui était un chercheur à la fois génial et fou, et qu'on a fini par rendre complètement paranoïaque. Je me suis rendu compte que finalement la vérité scientifique, c'est pas nécessairement la vérité scientifique. C'est ce que pense la majorité des scientifiques à un moment donné, et qu'il y a des luttes de pouvoir et d'influence terribles. Et cette affaire de la mémoire de l'eau, j'ai vraiment assisté à un western scientifique avec des prix Nobel comme Georges Charpak ou François Jacob qui me recevaient dans leur bureau et qui m'expliquaient pourquoi Benveniste était fou. Et je dis dans mon livre, je publie des extraits d'une lettre que m'a envoyé Luc Montagnier, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, pour me dire que les travaux qu'il mène sur le sida en ce moment montrent que Benveniste, des découvertes de Benveniste étaient justes. Donc si vous voulez, tout ça, ça montre la relativité de ce qu'est la vérité. Et voilà, donc je partais de Dumont parce que lui, d'une certaine manière, a changé de vérité, et pour arriver à Benveniste, qui lui a mordicus défendu l'idée que l'eau avait de la mémoire, donc autrement dit que quand on avait dilué de façon infinie, exponentielle, les molécules, on arrivait à avoir un effet moléculaire sans la molécule, comme dans Alice au Pays des Merveilles, le sourire du chat sans le chat. Et puis toute la science officielle lui est tombée dessus avec ça, parce qu'évidemment, si ça avait été vrai, ça aurait évidemment remis en cause un certain nombre de fondements de la biologie moléculaire, de l'industrie pharmaceutique et tout ce qu'on veut. Alors, je ne dis pas, moi je suis modeste, je ne dis pas que Benveniste avait raison,
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui a interdit d'essayer d'avoir raison, ce qui est différent. Intervention technique. Ah oui. J'aurais un petit peu peur que votre chaise. Oui, j'ai entendu sur France Info ce matin que Kurt Masel, le chef d'orchestre, est tombé. Oui, je ne voudrais pas qu'à ça tombe pas. On va éviter, je ne vais pas trop dire de choses, je ne voudrais pas être trop long. Entre-temps, vous étiez devenu bien sûr grand reporter. Vous relatez des séries de reportages passionnantes. Vous étiez allé à Bellefontaine, Oui. dans l'abbaye d'où étaient partis les moines. De Tibéri, oui. Oui. Et puis, vous donnez la parole à des chroniqueurs. Alors ça, c'était un des grands bonheurs des lecteurs du Monde. Il y a eu Tahar Benjelloun, Nancy Houston. Je vous parlais tout à l'heure d'une lettre, une lettre ouverte à son petit-fils qui m'avait bouleversée. C'était vraiment un texte magnifique. Vous avez donné la parole à Michel Onfray, à Yves Simon, et j'en passe. Oui, si je peux exprimer un regret, c'est qu'effectivement j'ai fait venir Michel Onfray au Monde, j'ai fait venir Tahar Benjelloun, j'ai fait venir Nancy Houston et puis aussi Yves Simon. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas restés après mon départ et je l'ai regretté parce que je pense que c'était des plumes pour le Monde qui étaient une ouverture. Je me souviens, j'ai dû me bagarrer, y compris contre ma rédaction, quand j'ai publié Michel Onfray dans les colonnes du Monde. Et moi, c'était ma fierté de le publier. Donc, je dis ça parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, avec son côté entier, quelquefois comme on dit, urticant. Mais justement, moi, je trouvais que c'était bien d'avoir quelqu'un qui ne soit pas dans la pensée unique. Et l'autre jour, il m'a rendu hommage, ça m'a fait plaisir. Il a dit oui, j'avais une chronique dans le Monde du temps d'Éric, et puis après Éric est parti, je n'ai plus de chronique dans le Monde. Mais on lui a pas dit, on lui a rien dit. Il a découvert qu'il n'avait plus de chronique. Pour se rapprocher un petit peu du sujet écriture journalistique, écriture littéraire, j'avais extrait cette citation. Écrire. Un journaliste pouvait-il être un écrivain? Au Monde, voyez excepté, on me répondit que non, bien sûr que non. Un rubricard, surtout des matières premières, un journaliste économique ne saurait être un écrivain. Seulement à la rigueur, un journaliste écrivant des romans de journalistes, donc très mauvais. Fort de ces encouragements, je m'étais lancé dans un début de roman. Oui, c'est mon esprit de contradiction, ça. Et puis ensuite, je saute une phrase. Lorsque j'écrivais mes reportages, je trouve ça très très intéressant, je me demandais si je n'étais pas en train de dilapider les phrases d'un roman mort-né. J'étais décontenancée. Ce journalisme pour lequel je brûlais, était-ce de la littérature qui ne disait pas son nom, etc. Oui, mais ça c'est vraiment, ça a été le cœur de mon interrogation un peu existentielle quand j'ai eu une trentaine d'années, où j'étais toujours autant passionné de journalisme et en particulier de reportages, de grands reportages, et au Monde on me faisait confiance, donc j'avais cette chance que mes reportages soient bien mis en valeur. Ils démarraient en première page comme on dit, et ils tournaient à l'intérieur, c'était des longues pages. J'ai fait sur le Panama, sur l'Éthiopie, sur l'Afrique du Sud, je me souviens sur le Mexique Mexico après le tremblement de terre, ou le Vietnam. Enfin, j'ai fait comme ça des dizaines et des dizaines de grands reportages qui étaient pour moi un tel bonheur, j'avais l'impression d'un accomplissement, et en même temps m'a saisi cette espèce de frayeur, de me dire mais après tout, que tous ces articles qui vont terminer au bout de 48 heures dans rien, parce qu'un article c'est éphémère, peut-être qu'il y a dedans des choses qui auraient été l'amorce d'une œuvre importante et romanesque et que finalement ne verra pas le jour. Donc ça c'était quelque chose qui m'a vraiment ébranlé, mais en même temps je me suis aperçu que ma fibre de romancier, d'abord, tant que vous n'avez pas écrit de roman, vous ne savez pas si vous êtes un romancier. Et puis, moi j'ai toujours du mal à dire je suis écrivain, parce que l'écrivain c'est dans le regard des autres. Les autres considèrent ou non que vous êtes un écrivain. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres, mais il y en a beaucoup moins qui sont des écrivains. Moi je connais des écrivains, je connais des gens qui ne sont pas des écrivains. Et j'ai pas attendu le jugement du chef de l'État pour savoir si j'étais un écrivain ou pas un écrivain. Mais donc, si vous voulez, c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis dit, il y a sûrement un partage des eaux qui doit s'accomplir entre le journalisme, c'est-à-dire la restitution du réel dans sa complexité,
et puis la littérature qui était, selon moi, pas tellement de savoir si j'allais écrire des belles histoires, mais si ce que j'écrirais sortirait vraiment de moi, serait un acte de sincérité et serait quelque chose qui relevait de la nécessité. C'est-à-dire que pour moi, et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit maintenant 20 ans après mon premier roman, j'ai compris une chose, c'est que la littérature et le journalisme ne se chevauchent pas. Quelquefois ils peuvent se croiser, mais c'est un peu accidentellement. Mais ils ne sont pas dans le même lit, comme on parlait d'une rivière qui est dans son lit. C'est pas le même lit. Pour moi, les romans que j'écris, chacun des romans que j'écris, c'est un roman qui naît d'une nécessité. Et que j'ai l'impression d'une certaine manière que si je ne l'écrivais pas, j'en mourrais. Alors évidemment, j'en mourrais pas, mon cœur ne s'arrêterait pas de battre. Mais ce que je veux dire, il y a quelque temps, j'ai été troublé parce que j'étais devant des jeunes à Nice, qui est ma ville natale, invité par un lycée, le lycée Masséna. Et on m'a demandé si j'aimais écrire. Et je me suis surpris à répondre, hein, c'est un peu la page blanche de l'auditoire, je me suis surpris à répondre, je ne crois pas que j'aime écrire, mais je ne crois pas que j'aime respirer non plus. Mais simplement, je sais que si je ne respire pas, je meurs. Eh bien, je pense que ne pas écrire, pour moi, c'est de l'ordre, c'est devenu une telle nécessité que je pense que je ne pourrais plus vivre vraiment ma vie si je n'écrivais plus. Donc quand vous comprenez que finalement, au bout de votre plume, il y a votre vie, eh bien, vous faites, comment dire, tout se décante. Le journalisme devient et reste un métier, et la littérature, c'est tout le reste. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que d'une certaine manière, ça n'a pas été si difficile de partager ce qui revenait de l'ordre du journalisme, écrire des éditoriaux, faire des chroniques, faire des portraits, et puis écouter en moi des histoires qui à un moment donné me faisaient tellement, me remuaient tellement que la seule manière de m'en libérer, de m'en délivrer, c'était de les écrire. J'avais encore préparé des choses parce qu'il y a vous relatez des articles passionnants, des rencontres, encore tout plein, mais après tout, les gens vont pas lire votre livre. Hein. Et je vais passer directement à quelque chose que vous écrivez au début du roman, une petite phrase. Vous venez de rentrer au monde, vous êtes, si je puis me permettre, un petit peu le Candide peut-être du journalisme, vous êtes tout jeune, mais vous dites: je compris que le monde était un journal compliqué et qu'il fallait mieux se tenir à l'écart des convulsions. Et quand on pense à après, on peut dire que vous n'avez pas vraiment réussi votre coup là. Non, sur la fin, là, ça n'a pas marché. Non, mais c'est vrai que quand je suis arrivé au journal, moi, ma seule ambition, c'était d'écrire des bons papiers, qu'on me fasse faire des choses intéressantes, et je ne me préoccupais pas du tout de savoir le directeur, les rédacteurs en chef, qui était ami avec qui détestait qui. Bon, c'est la comédie humaine, elle existait au monde comme ailleurs, peut-être un peu plus qu'ailleurs quelquefois, parce qu'il y avait de tels enjeux, à la fois des enjeux d'ego, des enjeux politiques, des enjeux idéologiques. On était au milieu des années 80, la gauche et la droite, ça voulait encore dire quelque chose de façon plus forte qu'aujourd'hui. Donc il y avait des grandes blessures. Après Beuve-Méry, il y avait eu Jacques Fauvet, après Jacques Fauvet, il y avait eu André Fontaine, mais entre-temps, il y avait eu des guerres entre ceux qu'on appelait les juliénistes, c'est-à-dire qui étaient pour Claude Julien, qui avait été élu directeur, puis qui n'avait pas pu exercer son mandat, et qui avait été relégué au monde diplomatique. Il y avait ceux qui étaient les partisans de Jacques Amalric, qui était le chef du service étranger. Enfin bref, il y avait comme ça, c'était un peu Beyrouth, c'était un camp retranché, on voyait comme ça des principautés, des gens qui se parlaient, d'autres qui ne se parlaient pas. Et donc moi, je le savais, enfin, par bribes, comme ça, on me racontait un peu, mais je sentais que c'était quand même miné, ce terrain-là. Et effectivement, pendant très longtemps, je n'ai pas mis les pieds dedans. Et c'est à partir de 1998, quand je suis devenu rédacteur en chef, que forcément, ces considérations-là, j'ai dû les prendre un peu plus en compte, puisque je dirigeais des équipes et puis que j'étais dans une rédaction en chef collective où je devais tenir compte évidemment de ceux avec qui je travaillais. Et c'est là que j'ai mesuré, ce que je n'avais pas mesuré jusque-là, à quel point le monde était une sorte de concentré de volonté d'influence, de volonté de pouvoir, et puis aussi
comment dire, d'une violence sous des dehors très civilisés et très feutrés. C'était violent aussi, il y avait quelque chose de violent dans les relations humaines. Oui, vous avez prononcé le mot de pouvoir et on sent très fort dans le livre. Vous êtes rattrapé donc par cet univers impitoyable, surtout quand vous êtes devenu directeur. Et puis il y a les contingences financières qui pèsent très très lourdement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que je n'avais pas pour vocation de devenir directeur du Monde. C'était pas mon ambition, je ne m'étais pas configuré pour ça, je ne m'étais pas préparé à ça. Mais il se trouve qu'il y a un moment donné où vous devenez un peu, malgré vous, l'homme de la situation. Je veux dire par là qu'en 2004, le monde a connu une très grave crise, après le livre de Péan et Cohen sur la face cachée du monde, donc qui a montré précisément, même avec des outrances, mais qui véhiculait une vérité, qui était que le monde était passé de son rôle avait troqué son rôle de contre-pouvoir pour un rôle d'acteur du pouvoir. C'est-à-dire de vouloir influer directement sur les choses, sur le pouvoir économique, sur le pouvoir politique, sur le pouvoir, sur les élites. Et ça, c'était le fait de 3 personnages, qui étaient Jean-Marie Colombani, Edoui Plenel et Alain Minc, avec qui j'ai eu affaire jusqu'au bout, qui était président du conseil de surveillance. Et donc, si vous voulez, lorsque en 2004, la crise a vraiment explosé, qu'Edoui Plenel a quitté le monde, Colombani m'a demandé si j'acceptais de réfléchir à une nouvelle formule du Monde, parce qu'il sentait bien qu'il y avait un essoufflement du journal, que les lecteurs étaient mécontents du journal, parce que ce que j'ai appelé moi le journalisme de chasse à l'homme, de dénigrement, autant je trouvais que l'investigation était tout à fait légitime, autant je considérais que consacrer 57 manchettes du Monde à Roland Dumas, ou faire en sorte que, finir par accuser Dominique Baudis d'être je ne sais pas quoi, un criminel, là, il y avait vraiment eu des dérives très graves. Donc moi, j'ai eu comme mission d'essayer d'éteindre le feu et surtout de réinventer un journal qui, de nouveau, respecte le contrat de lecture passé avec les lecteurs. Donc j'ai été responsable, chargé de la nouvelle formule du Monde en tout début 2005. J'ai présenté un projet en mars 2005 qui a été validé non seulement par la direction mais par le conseil de surveillance, les actionnaires. Et donc j'ai été nommé, après quelques épisodes, directeur de la rédaction du journal. Quelques mois plus tard, Jean-Marie Colombani, qui a brigué un 3e mandat, a été rejeté par la rédaction. Et donc, et les actionnaires et la société des rédacteurs m'ont demandé d'être directeur. Et je leur ai dit, moi, je ne le serai que si je suis élu. Parce qu'ils m'avaient dit que je pouvais terminer le mandat de Jean-Marie Colombani. Ça, je n'ai pas voulu. J'ai dit, je veux une adhésion sur le projet qui est le mien pour le monde. Et donc je suis devenu l'homme de la situation, non pas parce que j'avais des réseaux ou des clans, ou que j'étais ami avec tel syndicat ou tel autre, c'est parce que j'avais un projet éditorial qui avait fait ses preuves, parce qu'on avait lancé la nouvelle formule en novembre 2005, et les indices de satisfaction des lecteurs avaient remonté à plus de 80%, alors qu'on était sous 60%. Et donc c'était ça ma légitimité, c'était d'avoir réinventé le monde, si on peut dire ça comme ça, je ne me prends pas pour Dieu, de réinventer le journal, en tenant compte d'un média nouveau, très puissant, mais en même temps très ambigu dans son modèle économique qui était le numérique. C'est-à-dire qu'à côté du Monde était né le Monde.fr, et ce qui était évidemment quelque chose de... Quand je dis pourquoi je dis ambigu, jamais on a été autant lu sous la marque Le Monde grâce au Monde.fr, avec des millions de lecteurs en audience, mais jamais des lecteurs n'ont rapporté aussi peu d'argent, puisqu'on échangeait des euros, j'allais dire, contre des centimes d'euros. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que je serais le premier directeur de ce journal à être confronté à une question très inquiétante, quand on n'a pas beaucoup d'argent et de moyens, c'est est-ce que ce journal va encore exister dans un mois? Et les 5 ans où j'ai dirigé le Monde